Si vous avez besoin donc de poser des questions en cours de route, je vous propose d'utiliser le chat, donc les bulles de BD à droite de l'écran. Et ce que je vous propose, c'est de commencer le webinaire avec le témoignage donc, de Lolita Anselme de Floricote, qui est un chantier d'insertion en fleurs coupées. Et elle va dérouler son intervention. Et à la suite de cet échange qui va durer 3/4 d'heure, 1 heure, nous vous proposons une demi-heure, 3/4 d'heure d'échange en déroulant toutes les questions d'un coup, ce qui permettra de ne pas dépasser l'horaire prévu qui était de 13 heures maxi. Voilà. Je remercie avant tout donc les financeurs de cette intervention, la région Nouvelle-Aquitaine, l'État et le département de Charente-Maritime. Je remercie également Lolita Anselme et Floricote de nous accueillir pour ce témoignage. C'est une première, donc merci de votre indulgence. Et on vous propose donc maintenant d'écouter Lolita sur ce témoignage. C'est parti. Elle va brancher son casque, ce qui permettra d'éviter les bruits parasites chez nous. Là, il ne me voit pas en fait. Si, il faut. Là. Je me mets là. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bon, c'est une première pour moi aussi, je ne suis pas forcément très à l'aise de parler en public, donc je suis très heureuse de vous présenter notre activité en floriculture bio. Donc nous, on est une jeune association, on est juste dans notre 3e année de culture, donc je ne me sens pas encore très expérimentée pour vous présenter vraiment la production, mais bon, on a déjà un peu d'antécédents. Donc, je vais vous présenter un peu mon parcours, le montage de l'association, notre forme juridique effectivement associative. Après, on va parler un peu des produits et de la commercialisation, des investissements de démarrage, de la partie charge de travail. On va après dérouler 2 itinéraires de culture, 2 exemples de conduite de système sur l'anémone et l'œillet de poète. Ensuite, on parlera un peu de transformation, la main-d'œuvre, nous, en insertion. Et puis après, on passera à tout ce qui est bilan échange. C'est bon, ça. Donc moi je suis issue d'un double cursus. En fait, j'ai passé mes diplômes au départ. J'ai fait une orientation d'aménagement du paysage. J'ai passé un BTS, une licence. J'ai travaillé plusieurs années en fait en aménagement paysager et en fait j'ai repris une formation adulte en tant qu'ingénieur agronome à Bordeaux Sens Agro. Qui était orientée en fait en production végétale avec une spécialisation en agroécologie. J'ai mis après quelques années à savoir ce que je voulais faire. J'ai quand même bien tâtonné. Au départ, je voulais m'orienter plus sur de la production de plantes aromatiques médicinales, avec toujours une idée où j'étais intéressée par l'horticulture. Et puis après, en fait, c'est quand j'ai découvert en fait la fleur à couper, c'est venu naturellement. Je me suis dit en fait, c'est exactement ça que je veux faire. Travailler sur une petite exploitation. Peu mécanisé et travailler la fleur que j'ai toujours adoré comme type de produit. Moi, je suis pas originaire de Charente-Maritime. J'ai grandi en Île-de-France, mais j'avais de la famille en Charente-Maritime. Donc, j'avais le souhait de m'installer sur ce département parce que j'ai de la famille qui est installée ici depuis longtemps. Je venais beaucoup en vacances, en fait, sur le département. Donc, c'est un territoire d'attachement pour moi. J'avais une bonne connaissance de mon territoire d'implantation parce que quand je faisais mes études à Bordeaux, je travaillais en parallèle en Charente-Maritime. Donc, je connaissais un petit peu les acteurs aussi du territoire. Et sur l'installation, j'ai été accompagnée avec les 3 P de la Chambre d'agriculture. Donc, Karine Trouillard du GAB m'a accompagnée parce que j'étais en installation bio. Et j'ai aussi profité d'un accompagnement avec Pop Incube. C'est un incubateur en fait de projets d'innovation sociale. Donc ils m'ont accompagné. C'était un accompagnement gratuit qui a duré 1 an.
ce qui était vraiment, vraiment important, quoi. En fait, ça nous permettait de voir vraiment toutes les dimensions du projet pour s'installer. J'ai aussi eu un accompagnement avec le CERF France sur la partie vraiment business plan. Ils m'ont aidé là-dessus. Donc moi, au départ, mes motivations quand j'ai créé l'activité, enfin monté le projet, c'était, j'avais en fait, dans mon expérience professionnelle, moi j'ai travaillé, on va dire, une vingtaine d'années en production végétale, mais j'ai travaillé surtout 5 ans en chantier d'insertion en tant qu'encadrante de chantier, donc sur l'aspect plus social. Donc j'avais un peu l'objectif de me dire bon bah on est sur une filière qui est en déclin, il faut relocaliser la production française de fleurs à couper. On a un problème d'attractivité de la filière. C'est une filière, enfin, qui attire plus les jeunes parce que c'est mal payé. Et je me disais bon bah en fait ça peut marcher quoi. L'insertion, nous on a du public, on a de la main d'œuvre et c'était l'objectif, c'était vraiment d'ouvrir les chantiers d'insertion sur une nouvelle activité qui attire plus de public féminin et qui soit situé en zone rurale. Donc nous ici, notre mission première, avant tout, comme on est une association, c'est d'embaucher et de former des personnes qui sont donc éloignées du marché de l'emploi et on les forme au métier d'horticulteur assistant bouquetier. Une des missions aussi qu'on s'est donnée, c'était de se dire qu'il fallait qu'on maîtrise notre chaîne de production, de la graine au bouquet, qu'on soit un maximum résilient là-dessus. Et puis, on peut produire des fleurs locales de saison qui soient bio. Puis dans des conditions effectivement environnementales et sociales qui soient favorables quoi. Et puis du coup avec l'objectif effectivement d'avoir un bilan carbone plutôt raisonnable. Et puis j'avais vraiment l'envie effectivement de me dire bon il y a un savoir-faire historique qui existe sur la floriculture, l'horticulture en France, c'est en train de disparaître, donc l'envie de transmettre. Et donc Floricote adhère au collectif de la fleur française bien sûr et on participe aussi bien effectivement à la promotion du slow flower comme vous tous. Donc le montage du projet, en fait, moi j'ai démarré en 2020. J'étais sur une fin de CD en Île-de-France. En fait, il y a eu le Covid et le Covid est arrivé très rapidement pour tout le monde. Et en fait, moi j'étais pile en fin de contrat à ce moment-là. J'ai quitté l'Île-de-France un peu précipitamment pour confiner en Charente-Maritime et en fait, j'ai démarré rapidement le montage du projet, donc ça a pris quand même 2 ans, ce qui est pas très long pour monter un chantier d'insertion. Ce qui a été vraiment compliqué, en fait, c'est la recherche de foncier, de foncier agricole, quoi. Mais tout projet, je pense qu'on soit dans l'agricole, soit nous dans l'économie sociale et solidaire, c'est toujours la difficulté. Sinon. J'ai eu il y a beaucoup eu le bouche à oreille qui a fonctionné. J'ai passé des annonces. J'ai eu quand même beaucoup de pistes infructueuses avant de trouver la parcelle sur laquelle on s'est installé. Donc à chaque fois on a une piste qui aboutit pas, il faut rebondir. Le montage d'un projet, c'est les montagnes russes. Il y a des moments où tout avance, d'autres moments où tout bloque. On a beaucoup de remises en question. C'est vraiment un parcours du combattant, quand même, il faut le dire. Donc après, du coup, moi j'ai créé l'association mai 2021. Sur la fin de l'année 2021, j'ai eu mon agrément en fait d'atelier chantier d'insertion avec la direction du travail. Et pareil, sur la même période, à 2 mois après, on a trouvé une parcelle avec Vinci Autoroute qui nous a été mise à disposition gratuitement. Donc, on a 3000 mètres carrés avec du bâti. Il y avait l'accès à l'eau. Il y avait l'électricité sur place. Donc, voilà, c'était une opportunité à saisir. Donc, avec eux, on a signé un bail de 6 ans. Le temps que Vinci fasse quelques travaux dans les bâtiments, on a démarré l'activité en fait en avril. Et là, du coup, on a pu faire nos premières embauches. On a embauché notre première équipe en insertion de 7 salariés. Et moi-même et la personne que j'ai embauchée sur l'encadrement d'équipe, on est passé aussi salariés de la structure. Et puis après, on a une asso, donc on a un conseil d'administration qui est composé de 5 personnes au démarrage.
On a passé toute la production en AB dès le départ. Avant, c'était des friches qui n'étaient pas cultivées. Donc, du coup, on n'a pas eu à attendre les 3 ans de conversion. En mai 2022, après, on a dû faire une DP travaux pour monter les serres. En juillet, on a eu l'urgence de faire de créer un nouveau forage. En fait, on avait un forage existant, mais qui n'était pas assez profond. Donc, il a fallu en faire un nouveau. Et puis, dès l'été, on a pu commencer nos premières ventes. Enfin, timidement, quoi. Et après, en octobre, on a fait une demande de volume d'irrigation. Nous, c'est l'organisme ici en Charente-Maritime, c'est l'OUGC, et cette demande nous a été refusée. Disons que on peut quand même redire que d'être une femme, d'être non issue du milieu agricole et d'être en bio, on n'a pas été beaucoup soutenu par le milieu agricole conventionnel. Et nous, ici en Charente-Maritime, on est quand même sur des terres, il y a beaucoup de céréales produites, beaucoup de vignes. Du coup, on est un peu... Enfin, comme on est une association, nous, en chantier d'insertion, on n'est pas très bien vu, en fait, on va dire, par nos collègues en agriculteurs. Alors au niveau donc de la situation géographique, donc nous on est implanté donc en Charente-Maritime, donc en région Nouvelle-Aquitaine. On est en zone rurale, on est en zone rétro-littorale en fait. On est à peu près à 30 km des bassins économiques de Saintes, Rochefort, Saint-Jean d'Angély. Nous ça fait partie de nos 3 bassins principaux de commercialisation et aussi d'embauche de nos salariés en insertion. Au niveau conditions pédoclimatiques, on est sur des sols limono-argileux. On est sur un département où on a quand même beaucoup de pluviométrie en automne, en hiver. Un climat assez doux, peu de gelée sur la période hivernale. Voilà. Après, au niveau aide financière au démarrage, moi, j'ai pas fait de demande de DJA parce que j'avais déjà plus de 40 ans au moment de mon installation. En fait, nous, comme on est une association, j'ai pu faire beaucoup de demandes de subventions au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Et en étant chantier d'insertion, en fait, on bénéficiait aussi d'aide au démarrage de l'État, du département. Et après, j'ai cherché des sous au niveau de fondation d'entreprise. On a quand même fait un prêt de 90 000 euros à ma banque et à la caisse d'épargne pour couvrir nos besoins en fonds de roulement, au moins sur la première année. Donc là, actuellement, nous, on a démarré au siège de l'association, là, donc sur 0,3 hectares, avec donc une parcelle en friche. Là, on y a installé nos tunnels. On a un petit peu de parcellaire en plein air, mais très peu. Et on a surtout du bâti, quoi. On a une salle de transformation, un bâtiment principal où il y a nos bureaux, les salles pour l'équipe, du coup, et on a une petite cuisine, on a des sanitaires, on a installé notre séchoir aussi dans le bâtiment principal, et après on a des petits cabanons qui nous servent de stockage de matériel. Et après on a trouvé une deuxième parcelle un an après. Enfin même pas, non, en fait, en fin d'année, la première année d'installation, par le bouche à oreille, qu'on a trouvé en location sur une ancienne exploitation laitière qui était bio, voilà, où on a pu louer 1 hectare de terre supplémentaire. Donc au démarrage, on était donc 2 salariés temps plein, donc sur l'encadrement, chef de culture, et on avait, on va dire qu'on tourne à peu près à 10-12 salariés en insertion. Voilà. Bon, la photo est prise en hiver. On a tous une tête. Donc nos produits. Donc nous, en fait, quand j'ai monté le modèle de production, je savais que la fleur à couper serait pas rentable tout de suite, que ce serait pas suffisant pour notre chiffre d'affaires. Donc en fait, notre activité principale, c'est la fleur coupée. On fait donc de la fleur coupée fraîche et séchée. On fait aussi de la plante des fleurs en pot annuelles vivaces. On fait un peu de plantes d'aromatiques médicinales. Et là, on a démarré aussi une activité de semences florales sauvages avec une entreprise qui est du côté en Charente. Semences Nature, qui est sous label végétal local. Et à côté, on fait aussi un peu de prestations d'aménagement paysager et de fleurissement.
ce qui nous permet aussi d'écouler une partie de nos plants tempos en fait qu'on autoproduit. Au niveau des débouchés commerciaux, nous, on est une association, donc en fait, on n'est pas assujetti à la TVA et en fait, au niveau du service des impôts sur les sociétés, on n'a pas l'autorisation de faire un marché. En fait, ce serait un peu une distorsion de concurrence par rapport aux producteurs classiques. Puis, je vous avoue que même en interne, on aurait du mal en fait à assurer un marché, surtout si c'était hebdomadaire le week-end, on aurait beaucoup de difficultés. Donc là, nous, en fait, ce qu'on a choisi, donc, c'est de vendre aux professionnels, fleuristes, dans un rayon de 60 km autour de la ferme. On a démarré aussi avec un grossiste à Niort en fleurs à couper et Moinet, avec qui on travaille. Et après, en fait, au départ, moi, j'avais un peu dans l'idée de vendre en magasin bio. Et en fait, ça n'a pas pris du tout sur notre département. On a essayé les Biocoop, on a essayé le marché de Léopold. Enfin, ouais, ça fonctionne pas. Et en fait, on s'est retourné rapidement vers les magasins de producteurs. Parce que, du coup, il y avait il y avait une baisse de la bio, là, sur les dernières années. Et les magasins de producteurs, avec l'engouement pour les produits locaux, ça a bien fonctionné. Et puis, c'est surtout qu'avec eux, on est en dépôt-vente. Alors, ils prennent pas de risques. Et puis après, on fait 2 foires aux plantes par an à la ferme, ce qui nous permet quand même de faire venir les gens sur site. Donc au printemps, à l'automne. Et après, du coup, sur commande, on vend en particulier. On a des commandes aussi un petit peu des communes pour des pièces pour des pièces commémoratives. Et tout ce qui est prestations fleurissement, là, on travaille pas mal avec les collectivités et les particuliers. Alors, au niveau des investissements de départ, donc nous, on avait une parcelle nue, on n'avait rien en démarrage, on démarrait vraiment de loin. Donc, les objets d'investissement principaux, on va dire, au démarrage, ça a été les tunnels. On a fait monter les tunnels parce qu'on n'était pas équipés. Donc, le montage coûte très cher. Mais du coup, on a fait implanter 2 bitunnels. Donc, on a deux bitunnels de 550 mètres carrés. Donc, un pour la fleur à couper et il y en a un qui est dédié à la partie plus pépinière. Tout ce qui va être effectivement, ce qui a coûté très cher, c'est tout ce qui est forage et matériel d'irrigation. Ça, c'est un gros investissement. On n'a pas fait le choix d'acheter un tracteur. On est parti sur un motoculteur. Après, il y a tout ce qui est chauffage de plants. On a acheté des nappes chauffantes. Je me suis renseignée sur d'autres systèmes, mais ça coûtait très très cher, des chauffages au gaz, donc du coup on est resté sur un système plus simple. Après, il y a tout ce qui est petit matériel, tous les contenants horticoles, les plaques alvéolées, les arceaux. Et puis après, on a acheté la chambre climatique, on ne l'a pas achetée immédiatement, elle est venue en année 2. Mais elle était indispensable, on a testé l'activité sans, et en fait ici on n'a pas nos bâtiments, la chaleur est vraiment concentrée dans les bâtiments en fait, donc dès qu'on n'a pas si on veut garder nos fleurs sur le printemps et l'été en fait un maximum, là c'était nécessaire qu'on investisse dans une chambre froide. On a acheté juste un déshumidificateur pour la partie séchage de plantes qui fonctionne très bien. Après, effectivement, on a récupéré une tondeuse autoportée. Ça a été un don à l'association. Et en fait, on a un petit tracteur avec gyrobroyeur qui nous est mis à disposition sur notre 2e parcelle par la famille à qui on loue un hectare de terre agricole. Après, on a aussi récupéré du petit matériel d'un exploitant qui avait arrêté son activité en fleurs à couper, qui l'a réorienté en maraîchage. Donc, voilà. Mais c'est des investissements, il faut vraiment y penser au démarrage. C'est vrai que ces fois, on hésite un peu sur les choix à faire, mais faut pas hésiter à voir un peu grand. Faut pas hésiter à se projeter sur les années qui arrivent, quoi. Sur les besoins, anticiper les besoins sur déjà les 3 à 5 premières années, quoi. Donc au niveau de la charge de travail, donc nous, en étant une association, on emploie du personnel, on est salarié. Donc la première année, on avait des astreintes pour bosser le week-end parce qu'on n'avait pas l'arrosage qui était installé. Et on essaye de travailler 5 jours sur 7.
à part quand on fait nos foires aux plantes 2 fois par an. On arrive à s'organiser en bossant 5 jours sur 7. Au niveau livraison, donc nous, on a décidé, pour communiquer avec les fleuristes avec qui on travaille, en fait, on leur envoie un disponible tous les vendredis, on va dire de mars à septembre-octobre. Ils passent commande, ils nous renvoient par mail le bon de commande complété. On leur demande de leur envoyer avant le lundi midi. Le temps après, nous on refait la coupe le lundi, on prépare les commandes et on peut les livrer soit le mardi, soit ils viennent à la fin retirer les produits. En termes de récolte, on fait 2-3 passages par semaine. Vraiment en haute saison, on peut monter à 3-4, mais bon, ça dépend ça dépend de la météo, ça dépend des commandes. Après, oui, comme on ne travaille pas le week-end, effectivement, on perd quand même un peu de fleurs le week-end, quoi. Au niveau après livraison, donc le mardi, on livre en général les fleuristes, et puis mardi, mercredi, en fait, on livre tous nos magasins de producteurs, parce que comme on en a plusieurs, ça nous prend quand même le mardi matin, le mercredi matin en livraison. Éventuellement, le vendredi, des fois, on fait un réapprovisionnement magasin de producteurs, mais c'est pas systématique. Puis après, tous les jours, hein, on a de la récolte, on va avoir du semis, de la préparation du sol, de la plantation, du désherbage, des choses un peu récurrentes. Alors, si on fait une petite planification d'organisation de travail à l'année, on va dire qu'en gros, nous, on démarre la saison en février par les premiers semis. Au départ, on avait démarré un peu en janvier, mais là, vu les coûts de l'énergie, je vous avoue qu'on a décalé un peu nos plannings de production à février. Donc, on va dire février à mai, on démarre les semis. Donc, tout ce qui est semis d'annuel. Après, les premières récoltes, elles démarrent en mars avec les tulipes, tulipes narcisses. Donc, ça va courir jusqu'au mois de mai. Après, rapidement, on arrache les bisannuels, on reprépare nos planches de culture et on commence les plantations en plein air. On va attendre les seins de glace, mais en fait, sous tunnel, on plante rapidement derrière. Dès qu'on a des planches qui se libèrent, on peut redémarrer la plantation. En avril, nous, on a notre foire annuelle qu'on fait en général vers le 15 avril. Et puis après, oui, avril-mai, là, c'est vraiment le gros pic saisonnier d'activité, quoi. D'autant que nous, on fait de la plante en pot. Donc vraiment, la plante en pot, c'est vraiment au printemps qu'on la vend le mieux. À partir de fin mai, juin, on a un petit creux de production parce qu'on a fini les plantes bisannuelles et en fait, on attend encore les fleurs annuelles. Donc des fois, on a un petit creux qui tombe avec la fête des mères. Voilà, c'est pas toujours évident d'avoir de la production à ce moment-là, quoi. Après, juillet, août, là, on a un gros pic de récolte estivale. C'est là, nous, qu'on récolte toutes nos fleurs à sécher. Donc, il y a quand même une bonne, on va dire, à la moitié de nos récoltes estivales, ça part au séchage, en fait. Et puis, dès le mois de juillet, on redémarre les semis des bisannuels. Et puis après, septembre, là, en ce moment, on sème les annuels rustiques, on fait les rempotages, on démarre nos semis directs. Et puis là, ça y est, c'est reparti. On arrache les annuels, on prépare nos planches de culture, on redémarre les plantations. Donc c'est un peu le deuxième printemps, quoi, l'automne, pour nous. Et puis après, du coup, en période plus creuse, en hiver, nous, on a quand même un petit peu de récolte d'anémones, comme on est sur un climat assez doux. Et puis, on s'occupe de travailler tout ce qui est fleurs à sécher sur la période. Là, en fait, on démarre maintenant en fait les fleurs à sécher et on arrive à les travailler. En fait, elles vont jusqu'aux fêtes de Noël. Après, on a la Saint-Valentin, on a encore de la fleur à sécher. Et puis, on arrive à écouler de la production jusqu'au printemps, à écouler notre stock de fleurs à sécher. Et puis après, en décembre, janvier, on est reparti à nouveau sur la planification des cultures des annuelles. Ça, c'est quand même un gros boulot là hivernal. Et puis, tout l'aspect effectivement comptabilité. Voilà. Après, ça dépend. Nous, on marche en année civile, quoi. Donc, c'est vrai qu'en fin d'année, on a un gros point compta à faire. Donc voilà, c'est un peu un calendrier type, on va dire. Alors, donc maintenant, on va parler un peu de la conduite du système de culture.
Alors nous, au niveau de nos espaces, donc nous, on a 2 parcelles qui sont à 7 km l'une de l'autre, ce qui est pas simple dans la logistique, dans l'organisation. Parce qu'on n'a qu'un véhicule qui nous sert et pour la livraison et pour la production. Donc on a notre parcelle principale, donc il y a un tunnel, une chapelle qui est dédiée au semis de 225 mètres carrés. On a récupéré des tables pour mettre notre nappe chauffante. Ça, j'ai réussi à les récupérer avec une exploitation qui fermait du côté de Royan. Ensuite, on a la même surface de tunnel, mais là en orgel où on conserve toutes les plantes en pot. Et après, donc, on a un autre bitunnel, là de 550 mètres carrés. Donc, lui, c'est un tunnel froid. Et là, on y cultive nos fleurs à couper. Donc, on va dire qu'en termes de... On cultive à peu près 30 annuels, une vingtaine de bisannuels. Et sur notre partie plein champ qu'on a récupéré donc en location à 7 km de chez nous, comme on n'est pas sur place tous les jours, on n'a pas de tunnel là-bas et on est sur une gestion un peu plus extensive. Du coup, on a implanté des arbustes. Moi, j'ai privilégié des essences comme on a pas mal d'essences un peu méditerranéennes, de la myrte, du pistachier. On a mis du laurier thym, de l'eucalyptus. C'est vrai que comme nous, on fait des bouquets, on manque toujours de feuillage. Donc, c'est important d'en avoir. Là, nous, on les a implantés. Je pense que peut-être l'année prochaine, on va pouvoir commencer un peu des récoltes, ou peut-être cet hiver. Mais ça peut mettre 3 à 5 ans, hein, je pense, pour certaines à pouvoir être récoltées. Et après, on a implanté aussi 800 pivoines en plein champ. Et puis, on a une trentaine de vivaces. On a une parcelle de 1000 mètres carrés où on a mis nos semences florales. Et tout ce qui est fleurs asséchées, c'est cultivé sur la parcelle plein champ là d'1 hectare. Donc là, vous avez voilà une petite idée un peu de notre assolement. Bon, c'est pas une grosse surface, mais c'est déjà largement suffisant à entretenir pour une équipe de 10-12 personnes. Alors les semences florales, en fait, on fait attention. Ce qu'on cultive le plus, c'est le calendula, le souci. Après, on a 8 ou 9 espèces, je sais plus, de semences florales qu'on cultive. Donc, l'orlaïa, on en fait pour les semences florales. Bah, du coup, si on en cultive nous pour la fleur à couper, du coup, on va pas les mettre sur le même site de production, quoi, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interférence entre les deux productions. Donc là, sur les photos, la photo à gauche, là, c'est notre tunnel à fleurs coupées. Là, c'est de l'anémone qui est en production. Et puis les photos à droite, c'est l'étable à semis en bas, vous voyez, avec les plaques alvéolées. Et puis toute la partie plante en pot au-dessus. Donc ça nous fait déjà une belle surface de multiplication. Des petits exemples de culture florale, digitale, tulipes, narcisses, sur le printemps. Donc c'est la partie pépinière plante en pot. C'est un espace qui est quand même souvent délaissé, où on n'y consacre pas assez de temps, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Alors, donc si on parle un peu d'implantation. Donc nous, on fait un peu de semi-direct, mais je vous avoue qu'on n'est pas très bon sur les semi-directs. Donc on limite un maximum. Maintenant, on fait un maximum en plaque alvéolée parce qu'on a eu trop de loupés. On a acheté un petit semoir manuel, mais bon, je sais pas, on n'est pas encore. On a des petits rouleaux, mais je sais pas, ça fonctionne pas comme on voudrait. Donc on travaille quand même beaucoup donc sur de la micro, je sais pas si on dit micro mini-motte en plaque alvéolée. On a 3 tailles de plaques, on a du 96, du 150, du 240. Quand on plante en général, alors tout ce qu'on implante sur notre parcelle qui est à 7 km de chez nous d'1 hectare, on met sur toile tissée. Ici au siège, ça dépend. Ça dépend des densités. Si les densités sont vraiment élevées à 64 plants mètre carré, on va pas mettre de toile. En été, on peut mettre de la paille à la place de mettre des toiles. Ça dépend des choix qu'on fait.
Disons que ouais, on va implanter sous tunnel tout ce qui est les fleurs les plus qualitatives en fait, qui vont rapporter plus, qui vont avoir les plus grosses densités de plantation. Donc je sais pas, tout ce qui est campanule, on va les mettre sous tunnel, les œillets, on va les mettre sous tunnel, les anémones, les renoncules. Renoncule, on a essayé l'année dernière en plein air et on s'est complètement planté. Il a plu tout l'hiver, on a vraiment tout perdu. Après, faut tester. Hein. Je vous avoue que, mais d'avoir sous tunnel froid, c'est vrai c'est un peu comme c'est indiqué dans le diapo. Effectivement, c'est un peu comme du légume primaire, quoi. On peut un peu étendre la saison de production quand même de 3-4 semaines. Là, cette année, les œillets de poète, ils ont commencé à fleurir dès fin février, en fait. Donc c'est intéressant, quoi. En plein champ, on va avoir des densités effectivement un peu moins élevées, quoi. Donc nous, on travaille donc principalement motoculteur, on travaille aussi à la grélinette. On fait alors on a des planches effectivement qui font en général, on essaye d'harmoniser la taille de nos planches de culture. C'est plus facile, juste pour calculer aussi nos densités. Pour tout harmoniser le plan de culture, c'est plus facile. Donc en général, elles font 1 mètre, on a 30 mètres de long, on a des passe-pieds qui font 45. On a des grillages de tutorage pour donc soit du 12,5, 12,5, soit du 20-20. L'intérêt grillage, il peut y avoir un étage ou 2 étages de grillage selon les espèces. Et après, on met principalement des gaines de goutteurs partout, sauf dans les tunnels, on a goutteurs et aspersion. L'aspersion, c'est quand même pas mal à la plantation, de donner un petit coup d'aspersion. Voilà. On a préféré installer les deux. Enfin, j'ai préféré installer les deux systèmes sous tunnel. On utilise aussi des arceaux de tunnel nantais avec du je sais plus si c'est du P17 ou du P30 qu'on met dessus en vol d'hivernage. Et après, des herbages manuels partout. Donc, en termes de rotation, on a minima 2 rotations par an. On essaye d'en faire 3 sous tunnel. Je vous avoue qu'on n'y arrive pas encore partout, mais bon, ce serait le plus intéressant. Donc, les exemples de fleurs qu'on travaille, donc au printemps, on a quand même, on a tulipe, narcisse, on fait de la digitale, du pied d'alouette, l'œillet de poète. Et puis sur l'été, on essaye de faire du lysianthus, mais là, je vous avoue que c'est compliqué, lysianthus en bio. Mais on arrive à en sortir un petit peu, mais on a des taux de levée là qui sont vraiment médiocres. Et puis entre le moment où on les sème, c'est dans les premiers semis qu'on fait, le moment où on les implante, le moment où on les récolte au mois d'août, faut être patient, quoi. C'est vraiment difficile à produire. On fait de la matricaire sur le printemps, un peu de tournesol. Après, oui, Dahlia, Statice immortelle, tout ça. Enfin, Statice immortelle, c'est pour la fleur à sécher plus. On fait un peu de zinnia, on fait du cosmos, un peu de scabieuse. On fait pas mal de séries de reine marguerite. Ça, il y a de la demande dessus. Bon, après, voilà, faut voir ce que vous aimez vous cultiver. Moi, je sais pas, j'aime pas l'amarante, par exemple. J'aime pas trop la célosie. Bon, voilà, on n'en fait pas, mais potentiellement, peut-être que dans quelques années, on en fera parce que j'aurais changé d'avis. Voilà, faut se dire que ça évolue. Après, il y a un peu des espèces un peu phares, quoi, auxquelles on coupe pas. Alors au niveau fertilité, donc comme on est en bio, nous on travaille principalement, en fait, on apporte du compost au printemps, à l'automne. Oui, le beau chevaux, il nous sert pour tout ce qui est prestation au fleurissement. On utilise de l'engrais 7,7,10 en plein champ. En fait, c'est parce qu'on a un petit problème de blocage du phosphore dans le sol. Donc, il y a un monsieur qui nous conseille tous les ans, là, à la Chambre d'agriculture, qui est spécialisé en maraîchage bio. Donc, on a une visite par an avec lui. Bon, ça nous permet de faire un petit point, effectivement, sur nos pratiques, quoi. Donc, ça, c'est intéressant. On a fait faire une analyse de sol sur nos 2 parcelles au démarrage. Et effectivement, nous, il y a des choses ici qu'on réussit pas du tout, quoi. Le giroflée, on a essayé 2 ans de suite, on n'y arrive pas.
On a des hivers qui sont trop humides. À chaque fois, on a de la pourriture qui arrive. Bon, il y a des choses, faut, faut se dire que bon, c'est pas fait par rapport ça correspond pas à notre sol ou à nos conditions un peu pédoclimatiques. Puis alors tout ce qui est effectivement ravageur, après, nous on utilise pas mal de décoctions de plantes. Alors les décoctions, on les utilise à la plantation pour stimuler la reprise. Et puis après, bah, c'est ce qu'on va utiliser en premier dès qu'on a un ravageur ou une maladie qui apparaît. Et après, les huiles essentielles, disons qu'elles vont venir dans un deuxième temps. Ça va être un peu plus agressif, quoi. On utilise pas mal de panneaux englués. Enfin, c'est surtout, on a un gros problème de mouches de terreau au niveau de nos semis, dont on a changé de marque de terreau. Enfin, mais bon, c'est un peu mieux, mais bon, c'est pas encore ça. Après, on a pas mal de pucerons, verts, noirs, la nigère, beaucoup qui nous embête, du pythium, la fusariose. Mais c'est vrai que comme on est en année 3, pour le moment, on n'est pas trop embêté, quoi. Je pense que ça va venir assez rapidement, là, parce que comme on fait beaucoup de rotation, c'est vrai que nous, sous tunnel, on manque un peu d'espace, donc on n'a pas, pour le moment, on n'a pas démarré de faire des engrais verts. Et bon, il y a un moment, il va falloir effectivement tourner un peu, faire des engrais verts, et parce qu'on va avoir quand même des problèmes phyto qui vont revenir assez régulièrement. Puis là, on voudrait essayer d'implanter un peu de plantes pour faire nous-mêmes un peu des infusions, des décoctions. Donc, on va essayer cet automne, on va essayer la reine des prés, mélisse et peut-être un peu de tanésie. Alors là, on va vous présenter du coup 2 itinéraires de culture, l'anémone et puis l'œillet de poète. L'anémone, nous, enfin, je sais pas, moi, c'est une plante que j'affectionne beaucoup. Donc là, nous, là, bah, cette semaine, on vient de planter nos anémones, là, donc on les plante début septembre. On a planté de la pâte d'anémone sèche, donc on l'a fait tremper 24 heures avant la plantation. Donc on les a mis sous tunnel, on les met à 42 plants par mètre carré. On met pas de grillage sur l'anémone, il n'y a pas besoin de tutorage. On met pas de toile tissée non plus. On a juste nos gaines de goutteur. On n'a pas de problème de ravageur sur l'anémone, ça va. Après c'est normalement, enfin les autres années, nous avec nos antécédents, elles ont commencé à fleurir en novembre, doucement. Après on a une petite floraison sur l'hiver qui est un peu timide, et après elle commence vraiment à donner à partir de février-mars selon la météo. Mais nous, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir de la récolte en hiver, ça nous permet de continuer à approvisionner nos magasins avec des petits bouquets. Donc voilà, comme ça on n'a pas de coupure en magasin, ils continuent à avoir les petits bouquets de floricotes pour les gens qui ont l'habitude de nous acheter des fleurs. Ça fait la continuité sur la période plus creuse. Euh, Après, donc nous on fait aussi de la œillette poète, on en fait beaucoup sur l'année. Alors, ce qu'on réussit le mieux, c'est l'œillette poète sur le printemps. Donc, l'œillette poète, là, on a fait les semis, là, ils sont déjà bien démarrés. Je pense qu'on va les planter d'ici un mois. Il n'y a pas de pincement sur l'œillette poète. C'est assez facile à produire. C'est les séries Sweet qu'on utilise, qui sont bien florifères. Et sur l'œillet de printemps, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une première vraie floraison, et après, il y a quand même une belle remontée de floraison. Donc, on peut les garder en culture quand même comme plusieurs semaines, quoi. Et puis, bah, pareil, ça, c'est une plante, enfin, on les plante du coup assez dense, hein. On est à 64 au mètre carré, et nous, c'est notre maximum de densité, quoi. Alors, donc après, on va parler un peu de transformation. Bon, là, vous avez quelques petits exemples de bouquets frais là qu'on a réalisés. Donc, les fleurs rouges, là, c'est les anémones. Là, bah, du coup, on arrive à les faire avec du lierre en feuillage ou du laurier thym, c'est sympa en hiver. Donc, la partie séchage.
Euh, alors moi, si j'ai fait le choix des fleurs à sécher, c'est que j'avais quand je me suis installée, je voyais que ça revenait à la mode. Que c'était une plante qui était un peu, enfin, un produit qui était un peu tombé en désuétude, puis là qui revient. Puis je me disais surtout, en fait, ça peut être pas mal parce que on les récolte en été. L'été, il y a quand même un gros creux au niveau de nos ventes. On a beaucoup de fleurs à vendre et sur la période du mois d'août où les fleuristes, ils nous prennent, enfin, ouais, il y a plein de fleuristes qui ferment. Il y a quand même un gros creux d'activité sur le mois d'août avec les grossistes aussi. Donc je me disais bon, moins la fleur à sécher, celle-là, on les perd pas, on les met au séchage, ça nous sécurise. Après, bon, ça fait. On a eu des belles récoltes cette année. Alors, je sais pas si c'est la pluie qu'on a eue ce printemps, mais ouais, elles ont vraiment très très bien donné. Donc nous, on est. Après, c'est pas. Il y a rien de compliqué sur la fleur à sécher, hein. Nous, on les a mis. On a un grenier. On a installé des fils à linge. On fait nos bottes. On les effeuille. En général complètement. Et on les installe la tête en bas au grenier, dans le noir, avec le déshumidificateur. Après, bah, selon les variétés, le temps de séchage enfin, ça prend quelques semaines, c'est pas très très long. Donc nous, là, en ce moment, bah là, ça y est, on a commencé nos premiers bouquets secs de la saison. Ah oui, pour la fleur à sécher, oui, il faut bien penser de ne pas récolter trop tôt le matin. S'il y a encore enfin voilà, s'il y a de la rosée le matin, faut faire attention. C'est comme les semences florales, vaut mieux attendre qu'on soit plus en milieu fin de matinée. Bon, après, bon, on qualifie nos fleurs comme pour la fleur fraîche, sauf qu'on effeuille complètement, en général, les tiges. Et après, ben, nous, on fait du bouquet. En fait, on a les mêmes tarifs que sur nos bouquets frais, hein. Nous, on travaille 3 modèles de bouquets. Les petits à 9, on est juste en dessous de la barre des 10 €, quand on a 9,90. On a un modèle après qui est plus autour de 20 €, un modèle à 30. On fait aussi des demi-couronnes de fleurs séchées. On n'est pas très cher sur nos fleurs à sécher. Après, nous, on n'est pas sur La Rochelle, on n'est pas sur Bordeaux, quoi. Donc, c'est pas les mêmes. Les gens ont pas le même porte-monnaie, quoi, sur nos bassins de vente. Et puis, bah, pour l'équipe, c'est intéressant parce que travailler le bouquet frais ou le bouquet sec, ça n'a rien à voir. Donc, c'est vraiment un travail. Enfin voilà, on a sorti des jolies choses l'année dernière, mais je sais pas, c'est pas la même chose, quoi. Ça serait pas de la même manière. Mais bon, c'est d'autant plus enrichissant et valorisant pour l'équipe de travailler ce type de produit. Alors au niveau de la main-d'œuvre, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Moi, quand j'ai démarré l'activité, c'est que je me disais qu'on avait que travailler en floriculture, ça demande beaucoup de main-d'œuvre. On a peu d'opérations mécanisées. Qu'en insertion, bah, du coup, on avait du personnel à former, mais on avait effectivement, à contrario, on a beaucoup de salariés, nous, dans l'équipe, voire trop. Euh, et que bah, du coup, moi, je voulais, bah, c'était proposer un modèle un peu hybride et voir si ça pouvait fonctionner en floriculture, horticulture. Alors, Floricote, alors il y a d'autres chantiers d'insertion qui font de la fleur à couper, mais alors du coup, moi, j'en connais deux en Île-de-France, dont un qui fait du maraîchage et de la floriculture. Euh, donc, Floricote, ouais, c'est la première ferme florale en insertion Nouvelle-Aquitaine. C'est vrai que nous, on fait toutes nos activités. Enfin, on a plusieurs ateliers de production, mais on est que sur le végétal, quoi. Et sur la fleur ou la plante en pot. Donc, en 2023, donc nous, on était donc deux permanents. On tourne à peu près à 10-12 personnes en insertion. En fait, on a 2 sessions de recrutement par an. Donc, en fait, selon les périodes, ça va varier un petit peu. Nous, ils sont à 30 heures par semaine, l'équipe. Donc, en fait, ils ont les lundis, les vendredis après-midi où ils travaillent pas.
Sur leur temps de travail, ils ont aussi de l'accompagnement. En fait, il y a une accompagnatrice socio-professionnelle qui les voit en rendez-vous individuel, qui leur fait faire des ateliers collectifs sur la recherche d'emploi, enfin sur plein de thématiques. Et en général, on va les garder entre 6 mois à 1 an et demi avec nous. On peut pas, de toute façon, les garder plus de 2 ans. On n'a pas le droit, quoi. Donc, en fait, nous, la difficulté, c'est qu'on a beaucoup de personnel. Alors, ce qui est un plus, mais alors après, il faut les former. On a un public très hétérogène. Donc, cette année, on est content parce qu'on a plus de femmes que d'hommes sur le chantier. Mais après, on a des profils jeunes. Alors, jeunes pour la direction du travail, c'est moins de 26 ans. On a pas mal de profils seniors, plus de 50, alors je sais plus si c'est 55 ans ou 50 ans pour eux seniors. On a beaucoup de personnes avec des reconnaissances de travailleurs handicapés. C'est très varié. Et après, donc on a un turnover important dans l'équipe. Donc en fait, c'est vrai qu'on est plusieurs encadrants, mais en fait, on passe notre temps à répéter les mêmes choses. Ils sont épuisants quand même. Et après, faut faire. En fait, c'est à nous d'adapter notre posture de formateur, quoi, en fait, au métier, quoi. Faut être avec eux, quoi. Il faut les accompagner tous les jours, et puis faut faire aussi. Selon les capacités de chacun, parce qu'il faut se dire que on a certaines personnes dans l'équipe qui ont une cadence de travail, ils sont en capacité d'aller bosser dans le milieu ordinaire, d'aller bosser sur une exploitation classique, si c'est leur projet. Mais pour une bonne moitié d'équipe, ouais, faut faire avec leurs difficultés. Il y a pas mal de problèmes de santé dans l'équipe aussi, donc faut adapter tout ça, quoi. Mais disons que c'est aux encadrants, c'est à nous d'adapter notre manière de transmettre le métier, quoi, selon les capacités de chacun. Et c'est quand même, voilà, c'est quand même très très riche comme expérience d'accueillir du public en insertion. On rencontre des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées ailleurs. Alors donc au niveau indicateur éco, donc nous on est certifié par EcoCert. Donc je crois que ça représente à peu près 500 € par an. Alors en termes de bots, je pense que je vais faire un meilleur suivi pour cette année. Je pense qu'on a dû sortir, en fait, il y a une petite coquille, pardon, on a dû sortir à peu près 1500 bots par an l'année dernière. On a augmenté notre chiffre magasin de producteurs, nous, cette année, donc c'est vrai que le truc, c'est que après, au niveau facturation, j'ai de la vente en direct, j'ai de la vente en magasin, j'ai de la vente avec un logiciel du coup, j'ai du mal encore à tout référencer en termes de nombre de tiges, de nombre de bots, de nombre de bouquets qui sortent. Et puis, il vous faudrait des données un peu plus fines sur la partie chiffre d'affaires, quoi. Après, on va dire que le gros poste de dépense au niveau des charges d'approvisionnement, c'est les semences et les bulbes. Depuis 2-3 ans, il y a quand même effectivement tout ce qui est fuel, électricité qui a beaucoup augmenté. Et puis après, effectivement, même toutes les matières premières, hein. Le terreau a beaucoup augmenté, la sac de terreau. Donc, disons que les principales charges d'approvisionnement, effectivement, c'est ça, c'est les semences, le terreau, et puis après, effectivement, le fuel, l'électricité. Nous, la partie énergie, là, sur l'assaut, ouais, je crois qu'on est quasiment à 10 000 € par an, quoi. Donc c'est énorme, quoi, et puis nous on se redit que le modèle éco normalement là on est en année 3, j'espère qu'en année 5 voilà, on sera viable en année 5. Là pour le moment c'est pas encore le cas, mais on progresse, quoi. Et après nos prix de vente en magasin, donc on a un premier prix à 9-10 €. Moi je voulais que les bouquets, enfin on est sur du petit bouquet champêtre, hein. On n'est pas fleuriste. Donc un prix d'appel à 9-10 € en magasin, voilà, les gens ils peuvent se permettre de s'offrir un petit bouquet. Et après on a un deuxième prix à 20 € et après 30 € pour les particuliers. Puis après on peut faire des commandes, on peut avoir quelques commandes dans l'année pour des mariages aussi, de certaines pièces. Mais bon, c'est plus anecdotique, quoi.
Alors, si on fait un bilan, je dirais que voilà, on apprend tous les jours. C'est, on se remet tous en question tous les jours, ce qui est normal. Enfin, tous les jours, je me dis, voilà, qu'est-ce que je fais? Je baisse l'arrosage ou pas, mes durées d'arrosage. Je plante à quel moment? Enfin, voilà, c'est normal, quoi. On est tous les jours en train de se remettre en question et de se dire, bon, est-ce que je refais ça à la même période que l'année dernière ou pas? Euh, Nous, on a fait le choix. Moi, j'ai fait le choix de monter une asso et d'être en chantier d'insertion parce que je ne me voyais pas être exploitante agricole. Ça me correspondait pas. Je voulais pas travailler toute seule. De toute façon, je voulais travailler en équipe et je voulais surtout être salariée, quoi. Parce que j'avais quand même bien galéré pendant 10 ans avec beaucoup de CDD, beaucoup de périodes de chômage. Donc, je voulais me sécuriser là-dessus. Après, nous, c'est une grosse difficulté parce qu'on est salarié depuis le départ, donc on a quand même on a des charges, enfin, une masse salariale en salaire, c'est, voilà, c'est 70% de nos charges, je crois, nos salaires dans la structure. Euh, on a fait le choix effectivement d'avoir un assolement avec pas mal d'arbustes et de vivaces. Moi, c'était aussi pour nous sécuriser sur les périodes, les pics de chaleur en été, consommer moins d'eau. Euh, et puis limiter effectivement, là du coup on est sur des plantations pérennes, ça nous permet d'avoir des plantations qui vont rester en place 3 à 5 ans, voire 15 ans pour les arbustes. Euh, donc ça, on va voir encore ce que ça donne pour les arbustes parce qu'on n'a pas démarré la commercialisation là-dessus. Ce que je me dis, c'est qu'au départ, j'avais un peu l'idée de vendre en magasin bio, et puis en fait, c'est pas du tout vers ça qu'on s'est dirigé. Euh, j'ai sous-estimé au départ, effectivement. Les fleuristes, là, ils commencent à venir vers nous, mais je vous avoue que entre le discours et puis les faits derrière, on travaille vraiment concrètement. On doit travailler avec une dizaine de fleuristes, ce qui est pas suffisant. Euh, Donc, il faut vraiment bien étudier son bassin, quoi. Son bassin de commercialisation. Nous, sur le département, on a un producteur historique là, qui a Livré, qui est notre concurrent principal. Mais, euh, mais bon, faut trouver sa clientèle, quoi. Après, la fleur asséchée, je pense que c'était une bonne idée et puis que effectivement ça fonctionne bien. Puis nous, ça nous permet effectivement d'avoir vraiment comme de la fleur à travailler toute la saison, toute l'année avec notre équipe. Euh, Faut bien réfléchir effectivement à son calcul de prix de revient. Aller se renseigner, aller sur les marchés de gros. Enfin, faut référencer les prix de la fleur. Hein. Faut pas hésiter. C'est pas évident de définir ses prix. Par contre, oui, nous, on calcule tous nos coûts de production hein, parce qu'effectivement, ça nous permet de nous dire effectivement telle espèce elle est rentable, telle autre elle l'est pas du tout, on arrête quoi. Je pense pas qu'on vende nos fleurs plus chères parce qu'elles sont bio. Là, je me dis, en année 3, on commence à avoir des bons retours sur la qualité. Voilà, ça commence à fonctionner, quoi. Euh, Faut se dire que il y a des cultures qu'on va rater. C'est systématique. Après, comme on est très diversifié sur des petites fermes florales, il y a tout ce qu'on réussit, d'autres on se plante, mais voilà, de toute façon, il y aura toujours des loupés, quoi. Donc, de toute façon, tous les ans, que ce soit nous à la prod, ou la météo, ou des dégâts sur les cultures liés aux ravageurs, voilà, il y en aura toujours, quoi. Je dirais qu'il faut quand même être indulgent envers soi-même. Hein. Vous n'allez pas devenir horticulteur expérimenté immédiatement. Même moi, au bout de 3 ans, je commençais à me dire qu'il y a certaines choses, ça y est, je peux en parler, je me sens plus confiante, quoi. Mais un bon horticulteur ou un bon floriculteur, il va être bon en année 5, en année 7. Hein. Faut pas, voilà, faut être un peu patient. Et puis, faut être patient, indulgent, quoi, je dirais, ouais. Et puis après, nous, il y a toujours des projets en développement. Donc nous, cette année, faut qu'on travaille on a créé un site internet et là, faut qu'on développe la boutique en ligne. Et puis là, on vient d'installer une nouvelle chapelle. Et puis on a embauché aussi un deuxième encadrant en temps plein. Donc du coup, voilà, ça se passe bien, quoi. Maintenant, il faut qu'on se consolide. On a été en gros développement les 2 premières années, donc maintenant, faut vraiment consolider notre modèle.
Alors, c'est vrai que moi j'ai un cursus agro, mais je manque d'expérience. Clairement, j'aurais dû aller plus bosser sur des exploitations. Je manque un peu d'expérience. J'ai pas un BPREA ou un BTS en horticulture. Donc, faut vraiment. C'est bien d'avoir une formation de base, si possible, mais ce qu'il va surtout vous falloir, c'est des stages et de l'expérience sur des exploitations différentes. Ça peut être aussi autant en maraîchage qu'en fleurs, sur plusieurs périodes dans l'année. Faut pas hésiter. Puis faut y aller, faut se confronter à la réalité du terrain parce que c'est pas un métier facile, hein. Physiquement, c'est très difficile. Euh, et puis pas hésiter à aller rencontrer des exploitants, aller parler de votre projet, de votre modèle, voir qu'est-ce qu'ils produisent, sur quelle surface, avec quel matériel. Ça peut que enrichir et vous faire avancer, quoi. Et puis, euh, et puis, il faut se dire que vous avez un modèle en tête au départ, et puis que celui-là, de toute façon, il va continuer d'évoluer, quoi. C'est jamais figé. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, moi, je pense que vivre de la fleur dès le démarrage, enfin, moi, ça me paraît un peu compliqué, quoi. C'est vrai que souvent, il y a une activité maraîchage qui permet de générer plus de chiffre d'affaires au démarrage avant que la fleur, elle commence à être vraiment plus rémunératrice. Faut réfléchir à ce modèle, quoi. Ou faire des ateliers, ou faire de l'événementiel, je sais pas. Faut vraiment réfléchir. Euh, Et après, bah, faut faire le bilan de ce qui fonctionne chaque année, ça c'est important. Consigner vos données de culture aussi un maximum parce que bon après on le fait, hein, puis en fait en général au début de saison on le fait bien et puis après il y a toujours un moment là sur le pic où on oublie de tout noter, mais c'est important. Et puis bah, vraiment travailler vos circuits de distribution parce que ça peut prendre un peu de temps selon où on est implanté. Faut quand même être dans des régions un peu dynamiques, hein. Il en restait une. Ah, voilà. Alors oui, monter son entreprise, c'est pas facile. Faut se faire accompagner, ça c'est important. Après, c'est une activité qui est chronophage. On bosse toute l'année, beaucoup. En saison, ouais, on compte bien 10-12 heures par jour de boulot. Il faut vous faire des pauses. Il faut poser des congés parce que il y a un moment ça va craquer de toute façon. Donc faut s'accorder des moments où effectivement on part, on fait autre chose. C'est primordial. Faut bien réfléchir à ces investissements de démarrage. Moi, je pense qu'il faut pas avoir peur d'investir et de voir grand et de voir loin, quoi. Parce que et puis souvent, on peut se dire, enfin, j'ai déjà entendu dire que quand on était des femmes, on avait tendance à faire des investissements moindres par rapport à des hommes. Bon, je sais pas, mais bien dimensionner son projet et pas hésiter. Voilà, il faut vous équiper, quoi. C'est primordial. Euh, S'installer dans un bassin économique, ouais, plutôt dynamique, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis effectivement, ça demande beaucoup de compétences, hein, d'être floriculteur ou floricultrice. Il y a vraiment du travail physique de force et puis de travail très minutieux. Et puis il faut être capable quand même de supporter les conditions météo, quoi, hein, parce que c'est pas évident de travailler toujours dehors. Euh, Nous, la fleur, c'est vrai que c'est un support qui est intéressant pour l'équipe. C'est même limite trop riche parce qu'ils ont trop d'ateliers, trop de choses à retenir. Des fois, ils s'y perdent un peu, les pauvres. Mais, euh, mais au moins, c'est hyper enrichissant pour nous. En termes d'apprentissage, c'est vraiment un atelier vraiment, vraiment intéressant. Après, ouais, s'installer à plusieurs, moi, je pense que c'est une bonne idée parce que quand on s'installe tout seul ou toute seule, être à la fois sur la production, sur la commercialisation, ça me paraît compliqué, quoi. Mm. Bon, voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup Lolita. Il y a Je beaucoup de vais- questions dans le chat, donc ce qu'on vous propose sur le temps d'échange, c'est peut-être de commencer à répondre aux questions du chat et ensuite, bien sûr, toutes les questions orales seront les bienvenues.
Dès que vous souhaitez intervenir à l'oral, on vous demande de dire qui vous êtes, nom, prénom et votre métier. Voilà, juste avant de poser votre question. Alors Lolita, la première question du chat, c'était la reine Marguerite est-elle en plein air? On en fait en plein air et on en fait sous tunnel. En fait, on fait les deux, ouais. Qu'est-ce qu'un panneau englué? Ah, les panneaux englués, c'est les panneaux jaunes ou bleus qu'on voit, c'est des pièges chromatiques, hein, en fait. Donc selon la couleur, ça va pas. C'est pour attraper différents ravageurs, quoi. Donc nous, les panneaux jaunes, ils nous servent pour la mouche de terreau, par exemple, ouais. Donc ça, on les installe au-dessus de soit nos tables de semis, soit au-dessus des planches de culture. Je crois qu'il faut que ce soit à peu près à 40-50 cm du sol. Est-ce que vous allez trouver facilement vos fournisseurs de matériel, tunnels, bâches, etc. Ah, ouais. C'est une grande recherche, ça. Ouais, ouais. Plus les fournisseurs, les semenciers, ouais, on passe notre temps à chercher des fournisseurs, ouais. Ouais, ouais. Non, moi, je suis passée, c'est vrai que nous, on est en Charente-Maritime, donc du coup, on n'est pas très loin du bassin d'Angers, quoi. Il y a quand même pas mal de fournisseurs là-bas, donc les tunnels, oui, on est passé par un fabricant JRC qui est du côté d'Angers. Il y a le réseau Agricem chez nous. Nous, on travaille avec Agricem, fait partie du réseau Point Vert, parce qu'ils sont vraiment à côté de chez nous. Donc tout ce qui est oui terreau, pot, on passe par eux. Et après les semenciers, ouais, on continue toujours de chercher des nouveaux semenciers en fait, ouais. Parce qu'on veut toujours trouver des semenciers qui ont des nouvelles variétés. Donc, Pour rester dans le matériel, ouais. les grillages de tutorage, mouton ou vrai grillage à fleurs? Nous, on est passé nous, on les a récupérés en fait d'un exploitant qui avait arrêté son activité, mais il va falloir que je réinvestisse pour en acheter. Ouais, si j'avais mince, pardon, il faudrait que je retrouve J'ai un fournisseur, mais qui est en Grande-Bretagne, je crois qu'on m'a redonné comme nom. Pardon, je l'ai plus en tête, faut que je retrouve. Pour grillage à mouton. Mais c'est un peu dur à trouver, quoi. Ouais, je vous avoue, le grillage, ouais, c'est pas évident. Il y a plusieurs questions sur les prix. Comment vous avez Oui. établi vos tarifs pro et particuliers? Si vous les mettez à jour fréquemment, les prix moyens, on a répondu a priori. Et s'il y a une différence en sec et en frais? Non. Alors après, il y a une différence. Notre coût de production est pas le même en frais en sec. On essaie quand même de comptabiliser la partie séchage dans le produit sec, en fait, parce que finalement, il coûte quand même un peu plus cher que le frais. Non, nos prix. Donc, bien faire ses coûts de production. Ouais, puis enfin nous on voulait rester sur des prix abordables quoi. Donc c'est vrai que ce qui parle le mieux chez nous, c'est tous les petits bouquets en fait, les bouquets à 9,90, c'est vraiment le produit ce qu'on vend le plus hein, finalement quoi. Est-ce que vous avez fait une étude de marché? Oui. Oui, mais bon, c'était pas hyper pertinent à l'époque, mais après ouais, ce qui nous a pris du temps au démarrage en fait, c'est que forcément on a démarré la saison en avril, c'était très compliqué en 2022, il faisait très très sec. Donc, on a passé beaucoup de temps à préparer le sol, à réussir nos plantations pour l'été. Et en fait, on a toute la fleur qui est arrivée. Et puis, en fait, j'avais pas commencé à démarcher les fleuristes, quoi. Donc en fait, notre clientèle, elle n'était pas formée à ce moment-là. Ouais, c'est très compliqué. Faut vraiment aller rencontrer les fleuristes de votre département, vous faire connaître. Donc, oui, vous vous êtes fait accompagner, on vous l'avait dit au début. Ouais, oui, j'ai fait une étude de marché quand même, ouais, Et donc, sinon, accompagnement chambre d'agriculture, vous avez dit, et Oui. Serre France Oui. sur la compta. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous arrivez à rémunérer correctement vos salariés et vous-même? On a une convention collective en fait, donc je peux pas proposer un salaire. Nos salariés en insertion, ils sont payés au SMIC. Et puis nous après, bon, on n'est pas rémunérés enfin, on arrive à se rémunérer. De toute façon, on n'a pas de choix, on est salarié quoi. Donc en fait, on est obligé quoi. Mais il faut bien anticiper de se dire, on peut vivre de son chômage. Quand j'ai monté le projet, moi j'étais sur mon ARE avec Pôle Emploi. Ce qui m'a permis de monter le projet. Et après, effectivement, il fallait que ça s'arrête, quoi. Parce que faut bien se dire, ok, les 2 premières années, je peux vivre effectivement sur
sur mon chômage, mais qu'il faut se rémunérer au moins en année 3, quoi, parce qu'il y a un moment où il faut vivre de son travail, quoi. C'est pas possible. Mm. Est-ce que vous vendez des plants de fleurs aux professionnels? Ce que je suis en train d'étudier actuellement, peut-être sur du plan d'aromatique médicinale, ouais. Et donc là, la personne en question cherche des plants de delphinium en particulier. Ah, d'accord. Des questions sur le personnel en insertion. Sont-ils mobiles et se déplacent-ils de manière autonome ou y a-t-il des transports groupés organisés? Ah oui, non, on n'a pas de transport groupé organisé. Alors effectivement, comme on est en zone rurale, il n'y a pas de transport en commun. Ça va, on a moins de difficultés. La première année, en fait, l'équipe, effectivement, on avait des gros problèmes de mobilité. Il y avait des allocations de vélos électriques, voitures sans permis. Là, ça va. Et on a une équipe qui est un peu plus mobile, donc c'est bon, c'est facilitant, ouais. Mm. Avez-vous des fournisseurs pour les bulbes à conseiller? Nous, on passe par Green Garden, qui est en Hollande. Un peu Ernest Turc, mais bon, le problème d'Ernest, c'est qu'ils sont quand même très très chers. Donc on leur achète un petit peu de bulbes, mais je peux pas tout prendre chez eux. Comment s'organise le recrutement des salariés en insertion? Le recrutement, en fait, nous, ils nous sont prescrits par Pôle Emploi, enfin France Travail, pardon, l'émission locale, le département pour les gens en RSA. En fait, on diffuse une annonce sur un site spécialisé qui s'appelle les emplois de l'inclusion. On est obligé de diffuser là-dessus. Et puis, on fait 2 sessions de recrutement par an. Et après, nous, il faut que la personne soit forcément inscrite à France Travail ou bénéficiaire RSA. Mais même les bénéficiaires RSA, je crois qu'ils vont devoir être inscrits aussi à France Travail. Ça va être obligatoire. Les fleuristes avec lesquels vous travaillez mettent-ils en avant auprès de leurs clients que ces fleurs proviennent d'une exploitation en insertion? Que ça vient d'une asso, oui. Qu'on est bio aussi. Oui, oui, quand même, ils le mettent un peu en avant, ouais. Ils jouent le jeu, quoi, ouais. Ceux avec qui on travaille régulièrement, ouais, bien sûr. Alors, si maintenant vous préférez poser vos questions à l'oral, n'hésitez pas en n'oubliant pas de vous présenter avant. Merci. Alors, il faut rallumer son micro pour poser la question. Je peux enlever le... Bonjour, Esme, je suis éducatrice spécialisée, donc je viens plutôt du côté du social. Je connais rien aux fleurs ni à l'agriculture. Et je me demandais si vous aviez peut-être une formation à conseiller ou par où commencer pour... Question? Oui, la formation Il y a qui serait quelqu'un peut-être... qui parle, mais on ne vous entend pas, Esme. C'est qui qu'on entend alors? Sur... Esme, est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Oui, je me posais la question de la formation. Je sais pourquoi. Moi, je l'entends, c'est vrai. Tu l'entends? Ouais. Ah, c'est... La formation, je sais qu'il y a les Adangers qui est réputé, où ils font, je crois qu'il y a un BTS de production. Je crois qu'ils ont une formation en bio. Et après, il y a pas mal de BPREA, ou les BP production florale, légumière, fruitière. Ça, je sais que ça existe. À Saintes, en Charente-Maritime, il y a un BP horticulture, arboriculture, culture légumière, qui est nouveau de cette année-là, 2024. Donc à Saintes, en Charente-Maritime. Merci. D'autres questions? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. À propos des formations, avant de lancer justement des formations, est-ce que vous avez au niveau plus large, au niveau national, évalué la capacité d'installation et la rentabilité avant d'installer justement des nouveaux producteurs? Est-ce qu'il y a eu des études faites au niveau national sur la nécessité d'implanter, est-ce qu'il y a
Est-ce qu'il y a moi, je savais que sur le département, je m'entends en écho. Je savais qu'il y avait des producteurs de plantes en pot. En floriculteur, j'en connaissais un. Maintenant, je pense qu'on doit être 4. Donc oui, il y avait une opportunité pour moi en fleur à couper, il y avait quasiment personne. Donc oui, oui. Mais ça, oui, il faut vous renseigner sur votre territoire d'intervention. Alors, de plus en plus maintenant, sur le site de l'agence bio, agencebio.org, avec le moteur de recherche sur l'annuaire, vous pouvez identifier les producteurs de fleurs. Et puis, il y a le collectif de la fleur française qui répertorie également pas mal de gens. Donc, en recoupant toutes ces informations, vous arrivez à connaître un peu votre environnement. D'accord. Non, parce que je pensais aussi au problème qu'il peut y avoir aujourd'hui sur. On a installé énormément de producteurs de PAM. Depuis 10-15 ans, il y a eu énormément de formations partout. Et voilà, donc je me pose la question. Moi, personnellement, je me suis pas présentée, excusez-moi. Je suis productrice de fleurs comestibles, donc c'est un petit peu différent, mais on est proche. Et on est justement en train de monter un réseau de producteurs de fleurs comestibles, et on se pose la question de savoir s'il faut lancer des formations là-dessus, dans l'idée de pas mettre sur le marché des producteurs qui n'auraient pas justement. Est-ce qu'il y a réellement un marché à venir? Tout à l'heure, Lolita parlait de la difficulté de fonctionner avec les fleuristes qui ont déjà des réseaux internationaux bas de gamme, pas chers, et que c'est difficile justement aujourd'hui d'implanter des réseaux locaux qui sont économiquement et écologiquement évidemment beaucoup plus intéressants pour le territoire, mais qui pour les producteurs sont pas forcément rentables, quoi. Voilà, c'est la question que je me posais par rapport à l'idée de mettre en place des formations et de développer cette filière. Est-ce qu'il y a réellement un marché derrière? Est-ce qu'il y a une étude économique pour montrer qu'il y a un réel marché? Voilà, moi, au niveau de la fleur comestible, c'est vraiment la question qu'on se pose, par exemple. Oui. Je sais pas, on n'est pas sur le même produit exactement, mais je peux pas faire réponse bateau. Là, ça dépend vraiment de votre zone d'implantation, en fait. Hein. Nous, les fleuristes, en fait, à qui on va plus parler, ils vont plus être vers La Rochelle, en fait. Ce sera plus tendance à La Rochelle. Les gens, ils seront plus tournés vers le bio, vers le slow flower. Dès que moi, je suis en zone rurale, donc je sais que je sais pas, une ville comme Saint-Jean-d'Angély qui a beaucoup de chômage, qui va avoir une capacité d'achat qui va être moindre. Je trouve vraiment ma clientèle, quoi. Donc, oui, c'est à étudier au cas par cas, je pense pas. Je sais pas. Effectivement, que ce soit sur la fleur comestible ou la fleur en général, il faut quand même être proche d'un gros bassin. Ça fonctionnera mieux en zone rurale, et l'étude de marché est super importante, même en comestible. En fait, comme disait Lolita, il ne faut pas avoir peur d'aller rencontrer les futurs acheteurs et de présenter son produit. Et si je peux me permettre, j'avais une dernière question aussi, c'était par rapport au prix de vente. Au prix de vente, une question par rapport au prix de vente, le 9,90 annoncé, c'est le prix de vente acheté par le client dans le magasin, ou c'est le prix de vente de l'association au magasin? Non, oui, bah, du coup, on n'a pas de TVA, donc c'est un prix TTC vendu au magasin. Après, ça veut dire au magasin, on va payer des charges. Donc ça, oui, en fait, c'est pas… Donc l'association Floricote, sur les 9,90 récupère 9,90 moins 30-32%? Ouais, c'est ça, on paye autour de 25% de charge avec les magasins. Ça dépend des magasins. Ouais. Okay. Oui, c'est pas 9,90 qui rentre dans la poche de Floricote, on est bien d'accord. Non. Non, mais c'est bon, c'était pour préciser, peut-être pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude. Oui, pardon, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais oui, effectivement.
Oui, on paye une adhésion au magasin et puis des charges. On participe aux frais fixes du magasin, effectivement. Oui, ce qui est normal, bien sûr. Ok, merci. Il y a une question sur le chiffre d'affaires. Est-il à la hauteur des investissements réalisés? Pardon? Le chiffre d'affaires est-il à la hauteur des investissements réalisés? Ah, pas encore. Mais bon, après, les tunnels, on les amortit sur plusieurs années, sur 10-15 ans. Donc, voilà, il faut se donner un peu de temps de se développer. Et, après, oui, c'est des investissements, faut voir sur le long terme, quoi, en fait, quand on investit, ouais. Et puis notre chiffre d'affaires, oui, il progresse, mais après, oui, effectivement, nous, il faudrait qu'on atteigne un chiffre d'affaires autour de 100 000 euros, quoi, pour être rentable. Je pense que cette année, on va être à peu près à la moitié. Voilà, faut persévérer. Alors, combien de fleurs dans un bouquet à 9,90? Combien? Mince, il faudrait que je reprenne mes modèles. On va être entre 10-15 tiges, je pense, à peu près. D'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Je suis fleuriste et je vais me lancer en formation responsable de production légumière, fruitière, florale et de pépinière. Et j'ai une question toute simple. Je voulais savoir si vous preniez des stagiaires éventuellement. J'ai rien compris. Est-ce que tu prends des stagiaires? Oui, ça nous arrive. Ouais, on a un ou deux stagiaires à l'année, ouais, qu'on prend, ouais. Oui, en ce moment, on a une jeune fille qui est en formation, là, qui fait un BP, effectivement, de responsable production florale. Ouais. Mais à l'année du coup. Et après, nous, c'est vrai qu'il y a pas mal de floriculteurs, je vois, qui fonctionnent beaucoup avec les stagiaires ou les woofers. Nous, comme ça, qu'on a comme déjà une masse salariale qui est importante avec notre équipe en insertion, on n'en prend pas beaucoup, on prend pas beaucoup de stagiaires à côté dans l'année, quoi. D'accord. Puis il faut qu'on soit en capacité d'encadrer la personne en stage quand même, pas correctement, quoi. Donc, Oui. ouais. Et oui, ça peut être envisagé, ouais. Okay. Je peux intervenir? Oui. Bonjour. Moi, je démarre ma ferme florale. Je pense que vous pouvez, si vous cherchez dans le collectif, dans l'annuaire du collectif de la flore française, démarcher les fermes florales de votre région pour trouver un stage. Oui, ok. Merci beaucoup. Voilà. Je suis désolée, j'ai pas entendu. D'autres questions? Comment avez-vous présenté votre demande aux fleuristes et aux producteurs de fleurs coupées afin qu'ils ne vous voient pas comme un concurrent immédiat? Alors, c'est vrai que les fleuristes, on a une petite problématique, comme on fait un peu de bouquetterie, ça les dérange un petit peu. Mais après, bon, on n'est pas quand même sur les mêmes types de composition florale qu'un fleuriste classique. Après, en fait, on a été les démarcher directement au magasin, on a été les rencontrer, on se fait une petite tournée de tous les fleuristes qu'on a référencés et puis on va se présenter. Après, je pense que ça se travaille, qu'il faut du temps, qu'il faut trouver. Après, je sais qu'il y a d'autres producteurs avec qui j'ai échangé, ou moi j'en vois un disponible toutes les semaines, mais il y en a plein où ils fonctionnent un peu à l'ancienne. En fait, ils ont leur fleuriste, ils font du phoning toutes les semaines pour leur dire voilà, j'ai ça, ça à te vendre, qu'est-ce que tu vends? Et puis le lendemain, ils font des livraisons et ils font la tournée des fleuristes avec qui ils travaillent. Mais bon, il faut aller rencontrer les gens, quoi. C'est important de les présenter. Ça a tout de suite plus d'impact que de passer juste un coup de fil ou envoyer un mail.
Une autre question? Merci pour les contacts que vous mettez dans le chat. Ça permet effectivement d'élargir le champ des recherches pour tout le monde. D'autres questions? Bon. J'ai Eh peut-être ben, une question, s'il vous plaît. Donc les questions. On vous remercie donc, pour cet échange dynamique et on espère avoir répondu aux questions, à toutes les questions orales et chat. Et n'hésitez pas, on va mettre le diaporama, enfin l'intervention en replay et vous aurez la possibilité donc s'il y a des questions tardives ou si vous souhaitez entrer en contact avec l'association Floripote, on laissera l'adresse mail. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci Lolita pour ce témoignage. Merci d'avoir été présente aujourd'hui pour m'écouter. Je suis contente que ça vous intéresse. Je vous souhaite bon courage dans vos installations, dans vos projets, pour celles qui sont en cours d'installation. Et puis oui, n'hésitez pas à rencontrer des producteurs, des fleuristes, quoi. C'est important de faire du réseau. Puis c'est important de ne pas rester seul, voilà, rencontrer des gens, d'avoir des partenaires, d'autres agriculteurs qu'on connaît. Enfin voilà, on est sur un travail où il faut s'entraider. Merci beaucoup. En vous souhaitant une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Ce qu'on peut peut-être préciser avant, c'est qu'il y a une formation fleurs coupées technique qui aura lieu prochainement en octobre avec Julie Baraguet de Bio Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas si Julie, tu es encore là et que tu veux préciser quelque chose. Oui, je suis encore là. Merci. Donc oui, c'est une formation en Dordogne qui est disponible sur notre site internet et Karine, tu l'avais relayé dans ton mail à la fin avec le lien d'inscription. C'est sur une journée dans des jardins d'une productrice assez expérimentée et qui avait écrit déjà des bouquins dont Produire des fleurs en bio. C'est Brigitte Lapouge, pour information. Et je suis un petit réseau de floriculteurs plutôt dans le sud sur le Lot-et-Garonne, un petit peu Gironde. Donc si certains veulent se joindre à nous, c'est avec plaisir. Voilà. Pourquoi pas en faire dans d'autres départements aussi en fonction des installations et des dynamiques. Voilà. Merci Julie. Avec plaisir. Bonne fin de journée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.